Bonjour à tous, bienvenue sur votre émission Libre avec un livre. Nous sommes dans un jardin, celui universitaire, et nous discutons ce matin avec un professeur d'université, un habitué de ce plateau, Paulin Osunotoling, philosophe de formation et de profession, je dois dire, mais qui est très passionné par les questions d'histoire. Il a proposé cet ouvrage dont nous parlons aujourd'hui, Deux flagrants délits d'ingratitude des Béninois. De quoi s'agit-il? Eh bien, on va l'évoquer avec lui. Professeur, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu sur mon plateau. Alors, une question de curiosité, hein? Vous êtes professeur de philosophie. Qu'est-ce qu'on vient chercher en histoire? Merci bien, je vous remercie une fois encore pour m'avoir invité. Mais si vous me permettez, je vais avoir un petit mot à la mémoire du pasteur Nicodème Alagbada. Ah, l'ancien président, président de des l'EPMB. éditions Clé Yaoundé. C'est un ami personnel et il a un projet pour le Bénin, pour l'université d'Abomey-Calavi que je devrais soumettre à notre recteur actuel. C'est-à-dire, il a proposé de venir ici avec, pas lui forcément, d'envoyer des gens qui vont, par des conférences, expliquer aux enseignants comment présenter leurs cours qui deviendront facilement des ouvrages, des essais. Et il a proposé même qu'il peut vous prendre en charge le voyage et l'hébergement pourrait être supporté par le rectorat. Malheureusement, mais si l'université veut, quand je vais expliquer que l'université est impliquée, ton directeur de marketing m'a dit qu'on peut continuer tout ce qu'on a engagé. Alors, ma question maintenant, qu'est-ce qu'un philosophe vient chercher en histoire? Bon, qu'est-ce qu'un philosophe vient chercher en histoire? Et comme je l'ai dit au cours d'une émission précédente avec vous, je suis historien de formation, ce que beaucoup ne savent pas. J'ai préparé plus de 6 tout ça là. Donc, mes premiers diplômes universitaires étaient des diplômes en histoire. Mais c'est la passion. C'est la passion. Et je voudrais publier un autre livre sur la question des droits de l'homme, qui n'a rien à voir avec la question du bien ou du mal. Absolument rien. Et transcende même toutes les législations du monde. Ah ouais? Ce n'est pas une question de législation. C'est en réfléchissant sur le titre de cet ouvrage, un beau matin, un jeudi, que j'ai fait appel à mon ami Henri Bad de la Côte d'Ivoire. Et on est tombé d'accord sur l'expression qui se trouve chez Rémi Brague d'ailleurs, mon directeur de thèse en philosophie, qui est que ça, porter atteinte à la dignité humaine d'un autre être raisonnable comme nous, même d'un être non humain, c'est-à-dire un animal, c'est porter atteinte à soi-même. Ça n'est pas digne. Parce qu'un être raisonnable que nous sommes, c'est que nous sommes un gentleman. Un gentleman ne tire pas sur l'oiseau pressé sur le toit par plaisir. Un gentleman ne va pas tuer inutilement une fourmi. Un gentleman qui est d'une éducation élevée ne va pas chercher la femme de son prochain. C'est pourquoi d'ailleurs Rémi Brague le dit bien. Les 10 commandements de Dieu n'ont rien de commandement. C'est un monsieur qui se présente, Dieu se présente, en disant « Je suis le Seigneur ton Dieu. Je t'ai fait sortir d'Égypte d'esclavage. Par conséquent, tu es un homme libre. Tu ne peux pas ne pas donner congé à tes ouvriers. Tu ne peux plus maintenir quelqu'un en esclavage puisque toi-même tu as été en esclavage et tu as été libéré. Donc en n'agissant pas ainsi, tu deviens esclave. Les stoïciens disent mener une vie vertueuse, c'est se réconcilier avec la nature. Donc, l'être humain qui méprise la nature humaine de son prochain n'est pas digne d'être, cet acte n'est pas digne de lui. C'est une question de dignité. Il faut qu'il lui-même perçoive ce que c'est qu'une dignité humaine pour s'en émouvoir quand le lui arrache. Socratique quand le lui arrache.
vous avez bien compris, je suis content. C'est la révolution socratique qui disait, on demandait aux Athéniens d'être courageux. Il dit non, il faut apprendre aux Athéniens d'abord ce que c'est que le courage. Il faut être un bon citoyen. Il faut expliquer d'abord aux Athéniens ce que c'est qu'être bon citoyen. Parce qu'on n'est pas vertueux au hasard. C'est une question de choix. Donc, c'est de là que l'idée m'est arrivée. Faire un ouvrage sur les droits de l'homme. Oui, j'ai écrit un ouvrage là-dessus. C'est une question de dignité. C'est de là que fortuitement, un peuple qui n'a pas su trouver dans sa configuration géographique, culturelle, historique, etc., un nom et est allé chercher dans le pan culturel d'une autre nation qui était la rivale. La nation là, qui était la nation rivale du plus puissant royaume de notre pays quand même. C'est une humiliation à la limite. Alors, oui, justement, parlons-en. Vous avez un problème particulier avec la dénomination Bénin. Vous parlez d'ingratitude. En quoi est-ce que c'est une ingratitude que de nommer le Bénin Bénin ou sinon le Dahomey Bénin? Vous voyez, le Bénin, quand vous regardez la forme, c'est comme une main qui sort de la terre et qui s'agrippait sur le sol. Sa forme. Cette forme est due à quoi? C'est grâce aux conquêtes des rois d'Abomey et aux conquêtes des rois d'Abomey. J'ai cité beaucoup de rois. Ce que nous sommes. Oui, mais dans sa configuration et sa présentation territoriale actuelle, le Bénin n'est pas uniquement, je dois dire, une entité homogène des conquêtes des rois d'Abomey. On a par exemple dans le nord, dans les deux nords, il y a divers peuples qui existent. Le vaillant peuple Bariba, par exemple, qui a quand même un empire jusqu'au Nigeria. Je suis d'accord avec vous. Et pour aller directement au but, le royaume d'Abomey ne représentait que 1%, ne représente que un cinquième du territoire et sur le plan démographique à peu près de notre nation d'aujourd'hui, d'alors et d'aujourd'hui. Je suis d'accord avec vous, mais Robert Cordovin a bien expliqué pourquoi ils ont donné le nom Dahomey à ce territoire. En fait, nous le rappelle, oui. Pourquoi Dahomey, voici mon problème. Voilà. Le Bénin, le Dahomey ne représente que un cinquième. Mais puisque ça ne couvre pas tout le territoire, on a laissé, j'ai dit ça, pour aller prendre ailleurs. Quelle est la philosophie derrière ça? C'est mon problème. Les Ghanéens ont changé de nom, c'est clair, on sait pourquoi. C'est à l'image de l'ancien. Et les Burkinabés, et le nom qu'ils avaient, la Haute-Volta faisait partie quand même de leur configuration géographique. Mais quand ils ont laissé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés puiser dans leur ethnie, dans l'une de leurs ethnies, pour au moins se donner un nom. Mais nous, on a laissé, excusez-moi, nous, on a laissé tout ce qui nous appartient ici, puisque ça ne couvre que un cinquième pour aller au Bénin. Vous savez que la cité de Benin City, sa population au Nigeria, oui. Ça dépasse la population de Cotonou, de loin. Et le gigantesque programme de fouilles archéologiques qu'ils ont maintenant, on en parle sur RFI et France 24. On n'a pas trouvé. Il y a quelqu'un qui fait partie de ceux qui vont prendre les jetons de présence pour le rapatriement des biens culturels, qui dit que le Togo voulait nous chipper le nom Bénin. Oui. Ça veut dire quoi ça? Les deux universités du Bénin, l'université du Bénin, du Togo et l'université nationale du Dahomey, c'était en 1970. Donc c'était en 1970 déjà que le Togo a donné le nom Bénin à son université. C'est ça, non? Et il a attendu et il n'a pas fait. Et c'est en 1975 que le Bénin a changé de nom. Si le Togo voulait prendre effectivement, il aurait pu prendre ça, non? Donc, quelle est la philosophie derrière? D'abord, une neutralité du nom. Une neutralité, on laisse ce qui nous appartient un peu. Qui ne va pas s'identifier à un peuple, à une ethnie donnée. À l'ethnie majoritaire. C'est ça. Hein.
Ça me rappelle. Moi, j'essaie de comprendre un peu la posture dans laquelle ceux qui ont décidé de. Ça ne concerne pas tout le pays. Oui. Il faut laisser tout ça là pour aller puiser dans le patrimoine. Un truc neutre, ça pourrait nous faire nous entendre. Et pourquoi n'avoir pas fait comme les Burkinabés? Les Burkinabés ont choisi dans une langue qui sur les deux ou trois. Est-ce que le Bénin, c'est pour nous typiquement? Le Bénin, le nom Bénin. Est-ce que c'est pour nous typiquement? Beaucoup ne savent même pas qu'il y a un puissant royaume du Bénin dont la population, et la Bénin City, dont la population dépasse de loin celle de Cotonou. Je me demande, Burkina Faso, ça vient de leur culture. Est-ce que Bénin, ça vient de notre culture? Pourquoi Mais à quoi est-ce que c'est une ingratitude alors? C'est dit dans l'ouvrage. Oui, expliquez, les téléspectateurs n'ont pas encore lu votre ouvrage. Oui. Robert Correvin l'a dit, Édouard Douglas a dit qu'à la fin du 19e siècle, des trois royaumes le long de la côte, c'est-à-dire Ashanti et au Nigeria, le Dahomey seul avait su prévoir ce qui allait se passer et était un royaume vraiment économiquement, militairement au point. Et la conquête a été terrible. Ce n'est pas pour rien que vous savez comment on appelle Béhanzin. Ils l'ont surnommé Napoléon du désert. Et non Napoléon pour rire. Ils savent bien ce qu'on appelle Napoléon pour rigoler. Mais pourtant, ils l'ont dit Napoléon du désert. Napoléon pour rire, pour rigoler, c'est étoile sa armée, une armée pour rigoler qui ne sert à rien. Un Napoléon pour rigoler, ça veut dire que ce n'est pas un vrai Napoléon. Ce n'est pas un vrai chef. Oui, mais Béhanzin, ce n'est pas lui, mais il a hérité d'une tradition militaire, d'une puissance militaire, d'une économie. C'était la seule parce qu'ils avaient su prévoir à partir du roi Guézo. Et ce n'est même pas Guézo, hein. C'est l'autre là, qu'on a banni là, comment il s'appelle? Adandosan. Ils ont déjà anticipé sur la fin de l'esclavage. Ils ont développé la culture du manioc, du coco. Il fut un temps où le coco n'est planté que par les princes, le cocotier. Mais avec le temps, ils ont autorisé tout le monde, le maïs, surtout le palmier à huile. Et ils étaient vraiment au point, bien organisés. Il paraît qu'ils étaient arrivés à la chute de l'Empire, du royaume des temps romains. Ils étaient arrivés et ils voudraient faire quelque chose avec les jeunes. Et ils les ont rassemblés pour leur poser des questions, pour dire comment on fait des associations. Et les jeunes, on leur dit aux Blancs de leur accorder quelques minutes. Ils sont allés, quelques minutes après, ils sont venus, ils leur ont dit, désormais, c'est lui notre représentant parmi les jeunes. Si vous voulez nous voir, si vous voulez discuter quelque chose avec nous, c'est lui. Parce que vous allez perdre du temps pour chercher, nous rassembler, jusqu'à ce que nous ne lui accordons plus notre confiance en lui. Ils ont dit qu'ils n'ont jamais vu ça en Afrique. Ça là ne mérite pas. Mais c'est mon problème, c'est la philosophie derrière. Et ça me rappelle, vous avez oublié, les Béninois ont la mémoire courte. Vous avez oublié. Qu'est-ce qu'on a oublié? Si l'usine de tomates va rester à Boycon ou à Zapota, il vaut mieux l'installer à Nati, là. Vous avez oublié. Oui, mais ça pourrait... On ne produit pas de la tomate. Nous sommes en train de travailler à construire une nation. Nous sommes en train de construire une nation. Plusieurs fois pour dénoncer ça, on dit si le lycée là va rester à Abomey, il vaut mieux l'installer à Nati. Oui, mais c'est dans la démarche certainement, ou dans l'optique certainement, de contribuer à construire l'État-nation auquel nous aspirons. Oui. Pourquoi je demande, pourquoi n'avoir pas su chercher dans notre tradition comme les Burkinabés? Est-ce que le Bénin nous appartient en propre? Dans quelle ethnie ou dans quelle langue on aurait pu chercher selon vous? On peut avoir cherché, si on avait cherché dans la langue chez les Bâtonneaux par exemple, mon texte n'aura plus de fondement. Mon problème est de dire pourquoi avoir laissé ce qui nous appartient un peu parce que ça ne nous couvre pas totalement. Vous pensez que c'est possible qu'on revienne sur nos pas aujourd'hui? Ce n'est pas moi qui décide. Non, vous êtes là pour faire de l'éclairage, pour faire de la lumière. Vous soulevez une thématique. Vous soulevez un problème. Je ne veux rien. Ce que je demande au chef de l'État, c'est de tout faire pour éviter les injustices, pour créer les conditions
social nécessaire pour me permettre de faire mes recherches, pour que je ne sois pas tenté de laisser Cela a lié avec le Bénin. La recherche pour faire... Quel est l'intellectuel qui a fait Quels sont les intellectuels qui ont le plus fait connaître le Bénin à l'extérieur? C'est Jean Pliat, c'est Olin Belli-Kenom. Mais vous savez, pour faire de la science, pour produire de la science, il faut avoir de la science. Et pour avoir de la science, il faut acheter de la science. Il faut acheter de la documentation. Pour publier aussi, il faut dépenser beaucoup. Mais si ce que je gagne, on diminue ça. Et alors que ceux qui sont nommés ou sélectionnés, on augmente pour eux, je suis tenté d'aller là-bas. Comment je vais... Vous-même, vous aviez dit, mais vous là, vous produisez. Vous-même, vous avez dit ça à plusieurs reprises. Mais je dépense beaucoup. Mais je suis tenté d'aller là-bas parce que je n'ai personne pour gagner aussi un peu fort. Qu'est-ce qui vous retient? Ben, quand même, il y a la dignité. Il y a mes amis étrangers qui vont m'interroger. Professeur, vous avez parlé de deux grands délits d'ingratitude des Béninois. Je demandais, au sujet justement de du premier délit, s'il nous fallait revenir aujourd'hui sur nos pas par rapport au Bénin. Moi, je ne sais pas. Est-ce que le fait que le Bénin s'appelle Bénin crée un problème de fonctionnement, crée un problème de cohésion sociale? Je demande... Il faut d'abord que cela vous pose un problème. Ça me pose un problème. Quel problème de cohésion sociale ou d'unité nationale? Est-ce que c'est parce que Dahomey ne représente qu'un 5e de notre territoire et de notre population? Vous auriez aimé alors qu'on appelle le Bénin actuel Dahomey, qu'on conserve le nom que le colon a imposé. Oui. Non, le colon n'a pas imposé ça, le colon a justifié. Le colon a justifié comment? Et il y a le tranche d'histoire, tranche de vérité de fait, comment il s'appelle, j'oublie son nom. L'ancien ex-directeur de l'office du bac, de chez nous Antoine. Antoine de Tranche d'histoire, tranche de vérité. Antoine de Tchénou, oui, l'enseignant. Si vous prenez le Bénin est le pays où le brassage culturel est le plus développé. Ah ouais? Dans toute l'Afrique. Ah ouais? C'est à cause des rois d'Abomey. Étant étrangers, ils savent que Félix Iroko l'a écrit, les rois fonds n'étaient pas des fonds. Ils le savent. Et ils ont tout fait pour faire le brassage culturel. Et les gens du Sud se marient aux gens du Nord, des gens du Nord à ceux du Sud. Tout ça là, c'est quoi? C'est en arrachant les femmes et les jeunes filles dans les villages conquis qu'ils ont fait les brassages culturels. C'est violent. Non, c'est pas ça. Oui? Je parle de maintenant. Sur le plateau d'Abomey, Bouébaja favorisait le brassage entre les princes et les anatores. Et là, ils ont institué même qu'un descendant de père et de mère, prince, ne peut pas être roi. C'est dans le but de favoriser le brassage culturel. Et les étrangers qui visitaient le pays avaient rendu un vibrant hommage au roi d'Abomey pour ça. Et Antoine Deschênes a beaucoup insisté. Oui, d'où vient alors cette fébrilité quand on évoque la question du régionalisme, quand on évoque la question ethnique? C'est les hommes politiques, vous savez pourquoi. Tout ce que je sais, j'ai enquêté sur l'assassinat d'Aïpé et ce que j'ai découvert, c'est incroyable. On ne va pas réveiller les vieux démons. Hein? Il ne s'agit pas de réveiller les vieux démons. La vérité rejaillira toujours. Je vais vous lire. Il y a une conclusion ici et c'est ça. C'est un vieux sage d'Atiémé qui dit ceci. Vous êtes à quelle page? Page 119. 119. La vérité ne ment jamais. Elle peut sommeiller pendant longtemps, mais quand elle se réveille, son palais est éternel. Un certain Gabriel, sage d'Atiémé, cité par Annie Voisin. Non, vous savez, le régionalisme, c'est ceux qui prônent aujourd'hui le retour du bien culturel. Si vous voulez, on peut lire la 4e de couverture. Vous ne m'expliquez pas comment les hommes politiques fragilisent notre unité nationale, si tant est que les anciens rois y ont travaillé. Je veux bien comprendre.
Vous voyez, au temps de la royauté, tous les territoires, en ce qui concerne Dahomey, appartiennent au roi. Comment se fait-il qu'à la colonisation, les terres sont partagées et à Ouida, c'est procès pour procès? Les intellectuels ne savent pas respecter la tradition et ils sont trop gourmands. Rien ne leur suffit. C'est ce qui fait que notre administration d'aujourd'hui est ce qu'elle est, l'administration publique, même privée, ce qu'elle est, mensonge, magouille. C'est la même chose qui fait qu'au niveau régional, on ne se dit pas la vérité. Au niveau de l'unité nationale, je veux dire. Les fonds sont victimes de l'histoire. Mais ce que vous oubliez est que le roi Adja Dalla, tout ce qu'il a fait, quand il a envahi Dahomey, tout ce qu'il nous avait fait, et les tribus annuelles que les rois d'Abomey payaient aux Yoruba d'ailleurs, ça ne vous gêne pas. Hein. Mais mon problème n'est pas là. Je te demande, monsieur Tanguy Agoy, pour parler comme un Romain, je te tutoie. Quelle est la philosophie derrière? Comme chez les Burkinabés, on peut dire, voilà, au moins ils ont su trouver dans leur patrimoine culturel. Tout mon problème est là. Je ne suis pas là pour condamner. Je l'ai dit comment l'idée est partie. Et je vous ai dit que je n'étais pas à la table du Conseil des ministres qui a décidé du changement de nom. Non, et je vous dis, pendant la Révolution. Oui, il y a eu certainement... Suite à l'assassinat d'Aïpé. Il y a eu certainement un Conseil des ministres qui a entériné. Alors, la décision, celui qui l'a prise, j'essaie de me mettre dans sa tête. Peut-être qu'il a envie de trouver un nom qui ne colle en rien aux différents peuples qui sont là. Je vous ai déjà dit qu'il a eu recours à deux profs d'histoire et de géographie. Monsieur Antoine Deschênes a écrit dans son opuscule la tranche d'histoire, tranche de vérité, qu'on a trouvé 40 coups de balle sur Aïpé. Quand on a enquêté, vous savez ce que signifie les coups là. Le point sur lequel je n'ai pas été d'accord est que le premier coup de fusil tiré sur Aïpé n'a pas été suivi de coups de pied pour 10 sales fonds aboméens. Ce qu'ils ont fait à son cadavre, il paraît que chaque coup là, c'est pour... On sait que c'est un militaire, c'est un génie. Donc il n'est pas mort sur le premier coup. Donc ça m'étonnerait que le premier coup là, le premier coup de balle là tombé sur lui, qu'il a fait tomber probablement, soit suivi d'un coup de pied pour dire sale noix, sale fond. Il y a un mépris réel. Il y a un mépris réel qui a suivi la mort d'Aïpé, qui prouve que le monsieur là n'aime pas les fonds. Mais là n'est pas mon problème, je vous l'ai dit. Pourquoi on n'a pas su faire comme les Ghanéens et les Burkinabés? C'est mon problème. Si on me donne une raison valable, mon hypothèse ne serait plus valable. On ne peut pas être inspiré à tous les coups, non? Attends, vous reconnaissez. Mais on a estimé que le nom Dahomey, les Français ont justifié pourquoi. Ce n'est pas au hasard. C'est à cause de la bravoure, les Amazones. Mais si vous voulez, on peut lire. Et les téléspectateurs, il serait bon que vous lisiez. Ici, il n'a pas le tout. Et les téléspectateurs comprendront la problématique posée. Et en ce point, vous ça, pour aller au Zonra, nous avons vendu notre chien domestique pour acheter. Mais si le chien domestique de nous... Je vais lire si vous permettez. Allez-y. La première étude explique l'abandon du nom Dahomey au profit du Bénin et se veut une contribution pour comprendre la politique actuelle de restitution des œuvres culturelles dont le pays a été chapardé il y a plus d'un siècle, afin de mieux expliciter, afin de mieux apprécier la logique de rejet du contenant et de la reconnaissance du contenu de la part d'un peuple vendeur de son chien domestique pour un cynocéphale. Ce n'est même pas de moi. Le propos là est du directeur de l'événement précis. C'est ça, mais sauf que vous ça, au Zoa, la quatrième de couverture continue. Le propos se demande également la philosophie et le sérieux derrière ce changement de nom
et du choix du Bénin. Ce changement de nom relevant de l'ingratitude envers l'ancien royaume du Dahomey et la France, on est allé au-delà des configurations géographiques, du patrimoine historique, culturel, traditionnel et ancestral du pays pour glaner dans le pan historique et culturel d'un autre peuple, le Bénin du Nigeria, un État longtemps rival de Dahomey. Et ce que la France du 19e siècle chaparda au Dahomey, la France du 21e siècle le rendit à ce Bénin. Je vais vous dire quelque chose. J'ai parlé de la forme actuelle du Bénin, qui est due aux actions guerrières des rois d'Abomey et aux conquêtes de la France. Si l'Europe a une avance quand même jusqu'à une certaine récente date sur les autres peuples, pourquoi? Le gigantesque empire des Romains, des Césars, avait su mettre tous ces peuples-là, européens, sous un état étatique. Ils avaient appris à... Quand notre union a commencé, ce que nous appelons, si nous sommes contents de notre État-nation d'aujourd'hui, avec sa configuration géographique, reconnaissons que ça a été dû en partie aux conquêtes des Français et des rois d'Abomey. C'est ce que j'ai dit. Et j'ai montré pourquoi on n'a pas pu dire, par exemple, la Tonga ou bien le Koufo au pays. C'est des exemples. Et on a laissé ce qui nous appartient un peu pour aller puiser. Donc pour vous, il faut puiser un peu dans notre configuration géographique, dans notre contexte. Dans notre histoire. C'est ce que les Burkinabés ont fait, c'est ce que les Ghanéens ont fait. Alors, il y a aussi une deuxième ingratitude que vous évoquez dans le bouquin. On va pas en parler parce que non seulement le temps il est parti, mais on ne va pas tout évoquer du contenu de votre ouvrage pour permettre quand même à ceux qui ont envie de l'acheter, d'aller lire, de comprendre un peu ce que vous défendez. Rapidement, un mot pour conclure cette émission. Un mot pour conclure, je vais quand même dire un mot sur la deuxième étude de ce livre. Oui. Ça parle de Choua du 18 avril 1861 comme le début de l'évangélisation sans discontinu, début de l'évangélisation catholique sans discontinu du Dahomey. C'est 36 fois faux. C'est ce que l'étude là montre. Et c'est dû à quelque chose. J'ai donné un exemple. Si le Bénin, comme notre premier citoyen actuel, aime ce qui est culturel, il créait une mission culturelle du Dahomey au Brésil, installée au Brésil. Quelle est la date qu'on va choisir? Est-ce que c'est la date d'arrivée des premiers chercheurs ou bien la date de création de cet institut? C'est la date de création. D'une part, c'est faux de dire que ça a commencé. C'est intéressant. Si vous permettez, je vais lire ça. Ça ne va pas dépasser 3 minutes. La seconde étude se demande si ce fut vraiment le Saint-Esprit qui inspira l'épiscopat dao-béninois a choisi le 18 avril 1861 et à la consacrer la date du début de l'évangélisation catholique sans discontinu du Bénin. L'idée selon laquelle, puisque les actions des martyrs pionniers n'eussent pas de continuité d'action et de résultats, l'évangélisation catholique du Dahomey n'aurait commencé que le 18 avril 1861, incise, c'est une incise quoi, ce qui est d'ailleurs faux, est trop païenne et trop non catholique pour être acceptée sans inconséquence doctrinale théologique d'importance capitale. Sans le 28 août 1860, c'est-à-dire date de création officielle par le pape à la demande de Père Planck, il n'eut jamais eu le 18 avril 1861 et cette date n'aurait pas eu de suite non plus. Le 28 août 1860 est le couronnement des sacrifices consentis par les missionnaires de l'arrière-front, du front et de la suite du front. Il faut savoir aussi qu'un seul martyr, un seul baptême au nom du Christ est un grand succès. Une semence bien arrosée
à jamais pour l'évangélisation de la localité concernée. La légalité du 18 avril 1861 vient de celle du 28 août 1860. Le refus de connaître sa priorité relève d'un flagrant délit d'ingratitude envers le père Augustin Planck, dont l'œuvre nous rappelle que la France n'avait pas été que la fameuse fille aînée de l'Église. Comme on n'a pas le temps que je détaille, j'ai lu cette partie de la 4e de couverture. Ouais, c'est très intéressant, mais ça ouvre un débat. Et ce qui est d'ailleurs normal, en tout cas en milieu scientifique, il faut confronter les arguments, il faut confronter les preuves, les idées, etc. pour aboutir à la lumière de la vérité scientifique. Je crois que ceux qui peut-être ont avancé leur date ont aussi peut-être leurs arguments, etc. Et ce serait bien de trouver, un canal. Étaient contre le père Planck. Qui n'ont pas voulu... Ses propres confrères de la France d'abord, ils n'ont pas voulu reconnaître le 28 août 1860. C'est reconnaître que la mission du Dahomey a été fondée par Père Planck. Okay. Ce n'est pas la faute des Béninois, des évêques béninois. C'est SMA. Je suis enfant d'un SMA. J'imagine. Je suis enfant de SMA et il est tout à fait d'accord avec moi quand il a reçu. Merci beaucoup, professeur Ousounou Toli. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur mon plateau. Formidable travail sur des pans de l'histoire à la fois récente et lointaine. Récente pour parler un peu du nom, la dénomination actuelle du pays, Bénin, et lointaine pour cette date qui marque quand même un fort moment dans l'histoire donc du catholicisme au Bénin actuel. Merci encore une fois d'être passé. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci. Merci bien d'avoir été là. Vous passez un excellent week-end.